Il m'a traité de trop vieux à 55 ans. L'investissement secret de 10 € par mois de mes parents a fait de moi un millionnaire. 20 ans. C'est le temps que j'ai donné à Salvatore Bianchi, chaque goutte de ma sueur, de mon sang, de ma vie. Je l'ai aidé à bâtir cet restaurant à partir de rien. Et à 55 ans, il m'a jeté comme une vieille ordure. Mais ce que j'ai trouvé dans un compte d'épargne d'enfance oublié n'a pas seulement changé mon solde bancaire. Cela a révélé un secret vieux de 40 ans que mes parents ont emporté dans leur tombe. Je m'appelle Denis Farao. Jusqu'à il y a 3 mois, j'étais le directeur des opérations du groupe de restaurants Bianchi, une chaîne de restaurants italiens à travers l'Ohio que j'ai aidé à transformer d'une simple boutique en un empire de 7 établissements. Je connais chaque fournisseur, chaque recette, chaque infraction au code de la santé que nous avons dû régler à 2 heures du matin. J'ai formé chaque directeur, résolu chaque crise, et lorsque les propres membres de la famille de Salvatore Bianchi l'ont volé, c'est moi qui ai géré la situation discrètement pour lui épargner l'embarras. Je ne vous raconte pas cette histoire pour faire pitié. Je la raconte parce que parfois, la vie vous frappe si fort que vous pensez ne jamais pouvoir vous relever, puis vous découvrez que vos parents l'avaient vu venir il y a 40 ans et avaient préparé un filet de sécurité dont vous ignoriez l'existence. Il s'agit de bien plus que d'argent. Il s'agit de la façon dont 2 ouvriers de Cleveland ont compris quelque chose sur la valeur qu'un propriétaire de restaurant millionnaire n'a jamais pu saisir. Mon père, Eugène, est décédé en 2010. Il a travaillé 43 ans à l'usine Ford de Brook Park. Jamais un jour d'absence, jamais une plainte. Ma mère, Dorothy, est décédée 5 ans plus tard. Elle assemblait des circuits imprimés chez Lincoln Electric, ses doigts agiles et précis même à 70 ans. Ils ont vécu dans la même maison de plain-pied à 3 chambres qu'ils ont achetée en 1978. Ils conduisaient des voitures d'occasion. Ils tondaient leur propre pelouse jusqu'au jour où ils n'ont plus pu le faire. Et apparemment, pendant qu'ils découpaient des coupons de réduction et profitaient des soldes, ils orchestraient également le plus grand tour de magie que j'ai jamais vu. Mais je m'emballe. Laissez-moi vous dire ce que l'on ressent quand on consacre toute sa vie d'adulte au rêve de quelqu'un d'autre, pour ensuite s'entendre dire qu'on est trop vieux pour compter. Laissez-moi vous parler du matin où je suis entré dans une banque avec rien d'autre que le désespoir et où j'en suis sorti en comprenant ma vie entière différemment. Plus important encore, laissez-moi vous dire pourquoi mes parents, qui n'ont jamais eu plus de 5 000 € sur leur compte courant à un moment donné, savaient quelque chose sur Warren Buffett qui sauverait un jour leur fils de la ruine complète. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est l'histoire de chaque personne à qui on a dit qu'elle était devenue trop vieille pour être pertinente. C'est pour tous ceux qui se sont demandé si la loyauté signifiait encore quelque chose. Et c'est certainement pour quiconque a déjà sous-estimé la sagesse de ses parents parce qu'elle était emballée dans un simple casse-croûte plutôt que dans un diplôme de Harvard. Alors, laissez-moi vous ramener 3 mois en arrière, dans le bureau au lambris d'Acajou où Salvatore Bianchi, l'homme qui m'appelait autrefois son fils américain, m'a expliqué pourquoi, à 55 ans, j'avais apparemment atteint la date d'expiration de mon utilité. Son propre fils, Rocco, était assis à côté de lui, 28 ans, des mains douces qui n'avaient jamais gratté un grill ou nettoyé un congélateur à minuit, me parlant de nouvelles orientations et de perspectives nouvelles, pendant que je fixais la photo sur le bureau de salle, prise lors de l'ouverture de notre premier restaurant, où je suis debout à côté de lui. Nous sommes tous les deux couverts de farine et rions parce que nous venions de survivre au coup de feu infernal du déjeuner avec seulement 2 brûleurs en état de marche. Cette photo était sur le point de devenir une preuve dans l'affaire expliquant pourquoi certains investissements mettent plus de temps à mûrir que d'autres, et pourquoi mes parents, que leur âme repose en paix, étaient apparemment des prophètes de la finance déguisés en ouvriers qui conservaient le papier d'aluminium et réutilisaient les sacs de congélation. J'ai commencé à travailler pour Salvatore Bianchi à l'âge de 35 ans. À l'époque, il avait un petit restaurant italien appelé Nonna Estable dans le centre de Cleveland, juste à côté de la 9e ruée. L'endroit pouvait accueillir 40 personnes si on les serrait, et la cuisine était si petite qu'il fallait se mettre de côté pour croiser quelqu'un. Mais ça avait quelque chose de spécial. Il avait les recettes de sa grand-mère de Toscane, et il avait un rêve plus grand que cette salle à manger exiguë ne pouvait contenir. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire de mon cousin Franck, qui livrait des produits frais au restaurant. Cet Italien a besoin d'aide, m'a dit Franck un dimanche chez ma mère. Sa comptabilité est un désastre. Son inventaire est un gâchis. Mais Denis, cet homme sait cuisiner, et il a le feu sacré. Je travaillais alors comme directeur adjoint dans une quincaillerie, gagnant un salaire décent, mais sans perspective d'avenir. Ma femme Joanne était enceinte de notre fils Mitchell, et j'avais besoin de plus. La première fois que je suis entré à Nonna Estable,
Sal criait sur un fournisseur en italien tout en remuant simultanément 3 casseroles sur le feu. Il m'a regardé, a pointé une cuillère en bois couverte de sauce dans ma direction et a dit « C'est toi le gars des chiffres que Franck a envoyé. Tu peux commencer maintenant ? J'ai des papiers d'impôt quelque part dans cette boîte. Peut-être celle-là. Qui sait ? Et le livreur du frigo veut un chèque, mais je ne sais pas si j'ai de l'argent sur le compte. » C'était Sal. Le chaos et la passion mélangés comme sa célèbre sauce marinara. J'ai trouvé ses papiers d'impôt sous une pile de factures de viande. Son compte en banque était bien approvisionné. Il n'avait simplement enregistré aucun dépôt depuis 3 mois. À la fin de cette première journée, j'avais organisé son bureau désastreux, négocié un meilleur prix avec le livreur du réfrigérateur et aidé à servir le dîner lorsque son serveur s'est porté malade. « Tu restes », a déclaré Sal à la fermeture, en me tendant une assiette des meilleures lasagnes que j'ai jamais goûtées. « Je te nomme directeur des opérations. » C'est quoi, un directeur des opérations ? Je ne sais pas. Mais tu gères tout ce qui n'est pas la cuisine. Marché conclu. Johan a compris pourquoi j'ai dit oui. Il croit en toi, a-t-elle dit ce soir-là, sa main sur son ventre arrondi. Et tu crois en lui. C'est rare, Denis. Pendant 20 ans, cette conviction a guidé tout ce que j'ai fait. Quand Sal a voulu ouvrir un deuxième restaurant, j'ai trouvé le local, négocié le bail et supervisé la rénovation tout en gérant le restaurant d'origine. J'ai formé chaque serveur à savoir que Madame Henderson aimait son poulet parmigiana avec un supplément de sauce à part, que Monsieur Petrowski était allergique à l'origan, que les Johnson célébraient leur anniversaire chaque 15 mars avec une bouteille du même Chianti. Mon fils Mitchell a grandi en faisant ses devoirs dans les banquettes du restaurant. Ma fille Renée a appris à compter en m'aidant à inventorier les petits pains. Johan amenait les enfants dîner tous les vendredis et Sal sortait de la cuisine, de la farine dans ses cheveux gris, et s'exclamait « Ce sont mes petits-enfants américains. Mitchell, tu deviens grand comme un joueur de basket. Renée, belle comme ta mère. » L'entreprise s'est développée d'année en année. Le 3e restaurant a ouvert quand j'avais 42 ans. Le 4e et le 5e sont arrivés en même temps quand j'en avais 47. À chaque fois, j'étais là, du plan à l'inauguration. Je savais quels entrepreneurs ne surfacturaient pas, quel équipement durerait, quel quartier accueillerait un restaurant italien. J'ai créé les manuels de formation, les systèmes d'inventaire, le logiciel de planification qui assurait le bon fonctionnement de tout. Mais plus que les systèmes, je gérais les catastrophes humaines. Quand le neveu de Sal, Antonio, a commencé à piquer dans la caisse du 3e restaurant, je l'ai attrapé et j'ai géré l'affaire discrètement. Quand le chef cuisinier du 5e restaurant a fait une dépression et a disparu avec la viande d'une semaine, je suis entré en cuisine moi-même et j'ai cuisiné pendant 3 jours d'affilée jusqu'à ce que nous trouvions un remplaçant. Quand le beau-frère de Sal a essayé de le poursuivre en justice pour une offense imaginaire, c'est moi qui ai servi de médiateur à 2 heures du matin dans le salon de Sal. « Denis, tu n'es pas seulement mon employé, disait Sal lors de nos séances de stratégie nocturne. Tu es de la famille. Cet empire que nous construisons, c'est pour nous tous. Mes enfants, tes enfants, nous créons quelque chose qui dure. » Je l'ai cru. Que Dieu me pardonne, j'ai cru chaque mot. Quand mon père est mort et que j'ai eu besoin de 3 jours de congé pour les funérailles, Sal est venu à la cérémonie, s'est tenu à côté de moi devant la tombe et a dit « Eugène a élevé un bon fils. Il serait fier de ce que tu as construit. » Quand ma mère est tombée malade 5 ans plus tard, Sal envoyait de la nourriture à l'hospice tous les jours. La famille prend soin de la famille, disait-il. Pour mon 55e anniversaire, nous avions cet restaurant employant plus de 200 personnes. Je connaissais chacun de leurs noms, les noms de leurs enfants, leurs histoires. Je pensais que je construisais quelque chose de permanent, quelque chose qui comptait. Je pensais que la loyauté et le dévouement s'additionnaient pour former la sécurité. J'avais tort à propos de Sal. Mais il s'est avéré que j'avais aussi tort à propos de mes parents, qui jouaient un jeu à plus long terme que nous ne pouvions l'imaginer. 3 semaines après mon 55e anniversaire, tout a changé. C'était un mardi matin de mars, anormalement froid, et je suis arrivé au restaurant phare à 7h30, comme toujours. Je passais en revue les recettes de la veille lorsque la secrétaire de Sal, Marie, a appelé. « Monsieur Bianc veut vous voir dans son bureau. Rocco sera là aussi. » Rocco. Le plus jeune fils de Sal, fraîchement sorti de la Wharton Business School, traînait dans les restaurants depuis 6 mois. Il portait des costumes à 1000 € et un portefeuille en cuir partout, prenant des notes sur sa tablette tout en nous regardant travailler.
Il n'avait jamais roulé un seul couvert dans une serviette, n'était jamais resté après 21 heures, n'avait jamais affronté un client en colère ou un congélateur en panne un samedi soir. Mais il avait des opinions sur tout. Je suis entré dans le bureau de Sal, dans le nouvel immeuble de bureau que nous avions loué l'année précédente. Sal était assis derrière son immense bureau en chêne, celui que je l'avais aidé à choisir lors d'une vente de succession. Rocco était affalé dans le fauteuil en cuir à côté de lui, faisant défiler son téléphone. Les murs étaient couverts de photos des ouvertures de nos restaurants au fil des ans. Sur chacune d'elles, j'étais là, juste à côté de Sal. Denis, mon ami, commença Sal, et j'ai immédiatement su que quelque chose n'allait pas. En 20 ans, il ne m'avait jamais appelé ami sur ce ton particulier, comme s'il s'excusait pour quelque chose qui n'était pas encore arrivé. S'il te plaît, assieds-toi. Je me suis assis. Rocco a rangé son téléphone et a ouvert son portefeuille, sortant une pile de papier avec des graphiques colorés. M. Pharao, j'ai mené une analyse complète de nos opérations, commença-t-il, ne laissant même pas son père parler. Nous devons discuter d'une restructuration. Restructuration? J'ai regardé Sal, mais il fixait ses mains. Sal, le mois dernier, tu m'as dit que les bénéfices étaient en hausse de 30%. Nous sommes sur le point d'ouvrir le 8e restaurant à Westlake. Le modèle économique a besoin d'être mis à jour, a poursuivi Rocco. Nous mettons en place des systèmes de commande numériques, des campagnes de marketing sur les réseaux sociaux, des partenariats avec des influenceurs. L'industrie de la restauration a évolué au-delà des structures de gestion traditionnelles. Je peux apprendre de nouveaux systèmes, ai-je dit, la bouche soudainement sèche. Sal, tu sais, je m'adapte toujours. Tu te souviens quand nous sommes passés à l'inventaire informatisé? Je l'ai maîtrisé en une semaine. Sal a finalement levé les yeux, et son regard était vide de la chaleur que j'avais connue pendant 2 décennies. Denis, tu es trop vieux pour ce métier maintenant. C'est jeune, il parle une langue différente. Instagram ceci, TikTok cela. Rocco comprend ce monde. Trop vieux. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. J'ai 55 ans, pas 75. Je travaille 70 heures par semaine. Mardi dernier, quand l'unité de réfrigération principale est tombée en panne au restaurant numéro 2, qui l'a réparée à minuit. Le mois dernier, quand l'inspecteur de la santé s'est présenté pour une inspection surprise au restaurant numéro 6, qui s'en est occupé? C'est exactement le problème, a interjeté Rocco. Nous n'avons plus besoin de quelqu'un qui répare les réfrigérateurs. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend l'analyse de données, les taux de conversion, les indicateurs d'engagement numérique. Je me suis levé, les jambes tremblantes. Sal, j'ai créé les systèmes qui font tourner chacun de tes restaurants. J'ai formé chaque directeur. Quand les membres de ta propre famille t'ont volé, je t'ai protégé. Ne sois pas dramatique, dit Sal en agitant la main d'un air dédaigneux. Ce sont les affaires. Tu savais que ce jour viendrait. Vraiment? Quand tu m'as appelé de la famille? Quand tu t'es tenu aux funérailles de mon père? Quand tu as promis que nous construisions quelque chose ensemble? Rocco a fait glisser un papier sur le bureau. 2 semaines d'indemnité pour chaque année de service. 40 semaines de salaire. C'est très généreux. J'ai regardé l'accord de licenciement, effectif immédiatement. Après 20 ans, je n'aurais même pas le droit de dire au revoir au personnel. Mes mains tremblaient en lisant la clause de non-concurrence m'empêchant de travailler dans un restaurant dans un rayon de 80 km pendant 2 ans. Vous me mettez sur une liste noire dans la seule industrie que je connaisse, ai-je dit doucement. C'est la procédure standard, a répondu Rocco. Signez ici et ici. J'ai regardé Sal une dernière fois. Tu m'as dit que j'étais comme un fils pour toi. Il a haussé les épaules, un geste si désinvolte qu'il m'a semblé violent. J'ai des fils. De vrais fils. Les affaires sont les affaires, Denis. J'ai signé les papiers. Quel choix avais-je? 40 semaines de salaire semblaient une fortune pendant 5 minutes, jusqu'à ce que je me souvienne des frais de scolarité de Mitchell, des factures d'orthodontiste de René, de l'hypothèque qu'il restait à payer pendant 15 ans. Je suis sorti de ce bureau avec un chèque qui durerait peut-être 6 mois si nous étions extrêmement prudents, et un accord de non-concurrence qui me rendait inemployable dans le seul domaine où j'avais de l'expertise. Le gardien de sécurité, Tommy, que j'avais embauché 3 ans plus tôt, n'a pas pu croiser mon regard alors qu'il me regardait vider mon bureau. 20 ans tenaient dans une seule boîte en carton. En me dirigeant vers ma voiture,
j'ai vu Rocco par la fenêtre, déjà assis dans ce qui avait été mon bureau, les pieds sur mon bureau, parlant au téléphone et riant. L'annoncer à Joanne a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Elle pliait le linge quand je suis rentré à la maison à 11 heures du matin, ce que je n'avais jamais fait en 20 ans. Elle n'a eu qu'à regarder mon visage et la boîte en carton dans mes mains pour que le panier de serviettes tombe au sol. Il t'a renvoyé, murmura-t-elle en s'effondrant sur le canapé. Sale t'a renvoyé. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai tout expliqué. La réunion, les graphiques de Rocco, la clause de non-concurrence qui m'interdisait essentiellement de travailler dans la restauration. Joanne n'a pas pleuré au début. Elle a juste fixé le mur où nous avions accroché une photo de la fête du 65e anniversaire de Sal, celle où il avait son bras autour de moi, levant un verre au meilleur directeur des opérations de l'Ohio. On trouvera une solution, a-t-elle finalement dit, mais sa voix était creuse. Tu trouveras autre chose. Pendant 2 semaines, j'ai essayé. J'ai envoyé des dizaines de CV. Chaque poste en restauration était hors de portée à cause de la clause de non-concurrence. J'ai postulé à des postes de direction dans la vente au détail, l'industrie, la logistique. Les réponses étaient toutes des variantes du même thème, nous avons décidé de retenir un candidat dont l'expérience correspond mieux à nos besoins. Traduction, quelqu'un de plus jeune. Un responsable du recrutement, plus honnête que les autres, m'a dit la vérité lors d'un entretien téléphonique. Écoutez, Denny, vous êtes clairement qualifié, mais honnêtement, mon patron n'embauchera personne de plus de 50 ans. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas s'adapter à notre culture d'entreprise. Nos économies ont fondu plus vite que je ne l'avais imaginé. Mitchell a appelé de l'université, excité par une opportunité de stage d'été qui exigeait qu'il paie son logement à Chicago. 3 000 € que nous n'avions pas. René avait besoin de nouvelles chaussures de football et de payer les frais de son tournoi. La voiture a commencé à faire un bruit coûteux. Le chauffe-eau a rendu l'âme. Un matin, après une autre nuit blanche à calculer et recalculer nos finances, je parcourais les papiers de ma mère, cherchant des obligations ou des actifs oubliés que nous pourrions liquider. Elle avait tout gardé dans un vieux classeur au sous-sol, organisé avec son écriture précise, des déclarations de revenus des années 1970, mes bulletins scolaires de l'école primaire, chaque carte d'anniversaire que nous lui avions donnée. C'est là que je l'ai trouvée. Une petite enveloppe jaune marquée Edenny, First Federal Bank, 1985. À l'intérieur se trouvait un carnet de caisse pour un compte d'épargne que j'avais complètement oublié. Je me suis soudain souvenu de ce jour avec une clarté cristalline. J'avais 15 ans, je venais de recevoir mon premier vrai salaire de mon travail d'été à la quincaillerie Henderson. 20 € pour une semaine de rangement d'étagères. Mon grand-père Théodore, le père de ma mère, m'avait conduit à la First Federal Bank dans sa vieille Buick qui sentait le tabac à pipe et l'amande poivrée. Chaque homme a besoin de son propre argent, avait dit papy Théodore, ses doigts épais guidant les miens alors que je remplissais le bordereau de dépôt. Ce compte est à toi. N'y touche pas tant que tu n'en as pas vraiment besoin. Compris? Pas pour une voiture, pas pour une fille, pas pour quoi que ce soit d'autre qu'une véritable urgence. J'ai déposé ces 20 € et j'ai rapidement oublié. La vie a suivi son cours. L'université, le mariage, les enfants, les restaurants de salle. Le compte était là depuis 40 ans. Vu notre situation actuelle, avec les factures qui s'accumulaient et aucun revenu, j'ai pensé que le compte avait peut-être atteint quelques centaines d'euros avec les intérêts. Peut-être un millier si j'étais incroyablement chanceux. Même quelques centaines d'euros nous permettraient de faire les courses pendant quelques semaines. La First Federal Bank avait été rachetée par Ohio Trust dans les années 90, puis par Midwest National en 2010. Le bâtiment d'origine sur Pearl Road avait été rénové au-delà de toute reconnaissance, tout en verre et en chrome là où se trouvait autrefois la brique et le marbre. Je suis entré en me sentant ridicule, portant un carnet de caisse vieux de 40 ans comme une sorte de relique. La guichetière, une jeune femme nommée Britney, aux cheveux parfaitement coiffés et aux ongles manucurés, a regardé le carnet comme si je lui avais tendu un artefact d'une fouille archéologique. Oh, waouh! C'est vraiment vintage. Je n'en ai jamais vu en dehors des photos de formation. Je sais que c'est vieux, ai-je dit, embarrassé. Le compte n'existe probablement même plus. Non, non, ces vieux comptes sont toujours valides. Ils nécessitent juste un traitement spécial. Laissez-moi chercher ma directrice. Elle adore ce genre de choses. Patricia Holstead, la directrice de l'agence, est apparue en quelques minutes. Elle devait avoir la quarantaine. Professionnelle mais gentille.
Le genre de personne qui vous regarde vraiment quand elle parle. Elle a examiné le carnet attentivement, passant son doigt sur le numéro de compte. Monsieur Pharaon, c'est fascinant. Ces vieux comptes de la First Fédérale sont rares. Laissez-moi vérifier dans notre système hérité. Elle m'a conduit à son bureau, un espace calme à l'écart du hall principal. Numéro de compte 00487195. Voyons voir ce que nous avons ici. Elle a tapé prudemment, naviguant sur ce qui ressemblait à une ancienne interface informatique. Tout en texte vert sur fond noir. Puis elle a cessé de taper. Ses doigts flottaient au-dessus du clavier. Y a-t-il un problème, ai-je demandé, le cœur serré. Le compte est-il fermé? Non, monsieur Pharaon. Le compte est très actif. Mais il y a quelque chose d'inhabituel ici, quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Patricia Holstead a fixé son écran d'ordinateur, puis m'a regardé, puis est revenue à l'écran. Elle a retiré ses lunettes de lecture et les a nettoyées comme si cela pouvait changer ce qu'elle voyait. Monsieur Pharaon, ce compte a un programme d'investissement automatique qui lui est associé. C'est extrêmement inhabituel pour un compte d'épargne de 1985, surtout un compte ouvert pour un mineur. Un programme d'investissement? J'ai penché en avant. J'ai juste déposé 20 € quand j'avais 15 ans. C'est tout ce que j'ai mis. Non, monsieur. Il y a eu des dépôts supplémentaires. Elle a légèrement tourné son moniteur pour que je puisse voir le texte vert sur l'écran noir. 5 € chaque mois de 1985 à 2010. Les dépôts provenaient du titulaire du compte Eugène Pharaon. Puis de 2010 à 2015, 10 € par mois de la part de Dorothy Pharaon. Mes parents. J'ai senti ma gorge se serrer. Ils ne m'en avaient jamais parlé, pas une seule fois. Ce n'est pas ça la partie inhabituelle, a poursuivi Patricia, sa voix prenant un ton d'étonnement. Ces dépôts ne sont pas restés sur le compte d'épargne. Ils ont été automatiquement acheminés vers un compte de courtage qui a acheté la même action chaque mois pendant 40 ans. Monsieur Pharaon, savez-vous ce qu'est Berkshire Hathaway? La pièce semblait tanguer. L'entreprise de Warren Buffett. Exactement. Vos parents achetaient des fractions d'actions de Berkshire Hathaway Class à chaque mois depuis 1985. Avez-vous une idée de ce que valaient ces actions à l'époque par rapport à aujourd'hui? Je me suis agrippé aux accoudoirs de ma chaise. Je sais qu'elles valaient peut-être 2000 € dans les années 80. Environ 1900 € par action en 1985 pour être exact, a dit Patricia en tapant rapidement. Votre investissement mensuel de 5 € achetait des fractions d'actions, mais elles se sont accumulées au fil du temps. Monsieur Pharaon, une action de Berkshire Hathaway Class se négocie actuellement à plus de 500 000 €. Ce n'est pas possible. C'est tout à fait exact. Elle a lancé une impression et des pages ont commencé à sortir de son imprimante. Votre compte a acheté des fractions d'actions chaque mois pendant 40 ans. La croissance composée, les fractionnements d'actions qui n'ont jamais eu lieu parce que Buffett n'y croit pas, l'accumulation au fil du temps. Elle a pris les pages de l'imprimante et les a étalées sur son bureau. Monsieur Pharaon, le solde actuel de votre compte est de 3 742 816,34 €. J'ai fixé le nombre. Il ne semblait pas réel. Rien de tout cela ne semblait réel. Il doit y avoir une erreur. Mes parents étaient ouvriers. Mon père assemblait des pièces de voiture. Ma mère montait des circuits imprimés. Ils découpaient des coupons. Ils faisaient leurs courses dans des magasins discount. Les numéros de sécurité sociale correspondent, a dit doucement Patricia. Ces dépôts proviennent bien de vos parents. Mais il y a plus. Il y a une lettre scellée dans notre coffre-fort attaché à ce compte. Les instructions disent qu'elle ne peut être ouverte que lorsque vous accédez au compte. Voulez-vous que j'aille la chercher? J'ai hoché la tête, incapable de parler. Patricia est partie et est revenue avec une enveloppe jaunie. Mon nom y était écrit de l'écriture soignée de ma mère. À l'intérieur se trouvait une lettre datée du 15 juin 1985. Et en bas, une deuxième note ajoutée en 2010 de l'écriture tremblante de mon père. La première partie, de la main de ma mère, disait « Cher Denis, si tu lis ceci, c'est que tu traverses une période difficile. Nous le savons parce que nous avons mis cela en place pour que tu ne puisses y accéder que lorsque tu en as vraiment besoin. Pas pour une voiture ou des vacances, mais quand la vie te met à terre. Le cousin de ton père, Raymond, travaille dans une banque à Omaha. Il nous a parlé de cet homme, Warren Buffett, qui pense différemment l'argent.
Raymond a dit, ce type, Buffett, achète des entreprises et les garde pour toujours, il croit en la patience plutôt qu'au tapas accent grave l'œil. Ton père et moi ne comprenons pas tout, mais nous comprenons ceci, les bonnes choses poussent lentement. Les arbres, les enfants, l'amour, et apparemment l'argent investi judicieusement. Chaque 5 € que nous mettions de côté venait de quelque part. Un déjeuner de moins au restaurant, marcher au lieu de conduire quand l'essence était chère, réparer les choses au lieu de les remplacer. Nous l'avons fait parce que nous savons que le monde peut être cruel. Nous savons que parfois, de bonnes personnes qui travaillent dur sont jetées. Si cela t'arrive, souviens-toi que ta valeur n'est pas déterminée par ce que les autres pensent. Tu es notre plus grand investissement. Avec tout notre amour, maman. La deuxième note, ajoutée 25 ans plus tard de l'écriture de mon père, était plus courte, je continue de mettre de l'argent chaque mois, fiston. Buffett avait raison sur la patience. Ta mère pense que nous devrions te le dire, mais je dis non. Tu n'en as pas encore besoin. Tu te débrouilles très bien avec Sal. Mais si jamais tu en as besoin, souviens-toi que nous avons toujours su que tu valais plus que ce que quiconque pourrait jamais te payer. Papa. 2010, Patricia m'a tendu un mouchoir. Je n'avais pas réalisé que je pleurais avant que les larmes ne tombent sur les papiers. Monsieur Farao, il y a aussi une note dans le système du côté des investissements. Vos parents ont spécifiquement choisi Berkshire Hathaway. Ils n'ont jamais diversifié, jamais vendu une seule action. Ils ont acheté à travers chaque récession, chaque boom, chaque crise. 40 ans d'achat de 5 et 10 €. Ils vivaient si simplement, ai-je murmuré. Ils auraient pu utiliser cet argent. Peut-être qu'ils pensaient que vous étiez un meilleur investissement que tout ce qu'ils auraient pu acheter, a dit doucement Patricia. Je suis resté assis dans ma voiture devant la banque pendant 1 heure, tenant cette lettre, la lisant et la relisant. Mes parents, qui n'ont jamais pris de vacances nécessitant un billet d'avion, qui célébraient leur anniversaire dans le même restaurant local chaque année, qui portaient des vêtements jusqu'à ce qu'ils tombent littéralement en lambeaux, m'avaient secrètement bâti une fortune, 5 et 10 € à la fois. L'ironie ne m'a pas échappé. Salvatore Bianchi, qui conduisait une Mercedes et portait une Rolex, qui parlait constamment de bâtir un empire, m'avait jeté parce qu'il pensait que ma valeur avait expiré. Pendant ce temps, mes parents, qui conduisaient des Ford d'occasion et portaient des montres Timex, avaient tout misé sur le principe que la valeur se compose avec le temps. Quand je suis finalement rentré à la maison et que je l'ai dit à Joanne, elle s'est effondrée sur le sol de la cuisine, en sanglots. Pas de tristesse, mais de soulagement et d'émerveillement. Mitchell est rentré de l'université en voiture ce soir-là. René n'arrêtait pas de demander, c'est vrai? C'est vraiment vrai? Nous sommes restés assis autour de la table de la salle à manger jusqu'à 3 heures du matin, lisant la lettre de mes parents à haute voix encore et encore, riant et pleurant en même temps. Mais l'argent n'était qu'une partie de la révélation. Le vrai cadeau était de comprendre ce que mes parents avaient su depuis le début. Ils avaient investi dans Warren Buffett, oui, mais plus important encore, ils avaient compris sa philosophie. L'investissement de valeur ne consiste pas à obtenir des rendements rapides ou des gains spectaculaires. Il s'agit de reconnaître la vraie valeur et d'avoir la patience de la laisser croître. 2 semaines plus tard, j'ai ouvert mon propre restaurant. Rien de luxueux, rien de comparable aux établissements de salle avec leurs marbres importés et leurs meubles sur mesure. J'ai trouvé un petit local à la Queude, le genre d'endroit de quartier qui avait une bonne structure mais avait besoin d'amour. Je l'ai appelé le Eugène and Dorothy S et j'ai accroché la photo de mes parents près de l'entrée. J'ai d'abord embauché Martha. Sal l'avait renvoyé 6 mois avant moi, lui disant que 62 ans, c'était trop vieux pour diriger une cuisine. Elle a pleuré quand je lui ai offert le poste. Puis est venu Hector, 58 ans, que le fils de Sal, Rocco, avait remplacé par quelqu'un qui en savait plus sur Instagram que sur l'isolation. Louise, 67 ans, avait été licenciée d'un autre restaurant parce qu'elle était trop lente avec la technologie. Elle a mémorisé le nom et les préférences de chaque client en 1 semaine. Nous avons ouvert discrètement. Pas de campagne éclair sur les réseaux sociaux, pas d'événements avec des influenceurs. Juste de la bonne nourriture, des prix justes et des gens qui se souciaient vraiment de ce qu'ils faisaient. Les pâtes de Martha étaient de la poésie. Hector faisait tout fonctionner comme une horloge suisse. Louise donnait à chaque client l'impression de manger à la table de sa grand-mère. Le bouche-à-oreille a fonctionné comme autrefois, avant les algorithmes et les hashtags. Un client en parlant à un autre. Des familles qui venaient, puis revenaient, puis amenaient des amis. En 3 mois,
nous avions une attente de 45 minutes les vendredis soirs. Rocco Bianchi s'est montré 6 mois après notre ouverture. Il se tenait à l'entrée de mon restaurant bondé, l'air plus petit que dans mon souvenir. Sa révolution numérique avait échoué de façon spectaculaire. 3 de leurs 7 restaurants avaient fermé. Ceux qui restaient luttaient. Mon père veut savoir si vous envisageriez de revenir, a-t-il dit, devant élever la voix pour couvrir le joyeux brouhaha du dîner. Il est prêt à discuter des conditions. J'ai regardé autour de mon restaurant. Martha apprenait à notre nouveau cuisinier, un jeune de 23 ans nommé David, comment assaisonner correctement la sauce. Hector réparait la chaise bancale d'un client tout en discutant avec lui en espagnol. Louise apportait un gâteau d'anniversaire surprise pour Monsieur Patterson, notre habitué qui dînait seul tous les jeudis. Dis à Sal merci, mais je suis trop vieux pour son business, ai-je dit. Je suis juste à l'âge parfait pour le mien. Rocco est parti sans commander. J'ai appris plus tard que 2 autres restaurants Bianchi ont fermé dans l'année. Sal a pris sa retraite en Floride. Son empire réduit à l'original Nona est stable, maintenant géré par son neveu. Pendant ce temps, Eugène et Dorothy se prospèrent. Nous ne sommes pas un empire. Nous sommes juste un restaurant qui fait les choses bien. Mes parents auraient adoré. Pas pour le succès, mais pour la philosophie qui le sous-tend. Nous investissons dans les gens, non pas malgré leur âge, mais à cause de celui-ci. Nous valorisons la sagesse, la patience et la loyauté. Les choses qui s'apprécient vraiment avec le temps. Les plus de 3 millions d'euros? La majeure partie est toujours investie, continue de croître. Parce que mes parents m'ont appris la leçon la plus précieuse de toutes. La richesse ne réside pas dans ce que vous pouvez dépenser. Elle réside dans ce que vous pouvez construire, ce que vous pouvez transmettre, ce que vous pouvez devenir lorsque quelqu'un croit que vous valez l'investissement. Parfois, la plus grande fortune n'est pas de trouver de l'argent dont on ignorait l'existence. C'est de découvrir que quelqu'un vous a suffisamment aimé pour planter des arbres dont il ne profiterait jamais de l'ombre, croyant absolument qu'un jour, quand vous en auriez le plus besoin, vous comprendriez que votre valeur n'a jamais été déterminée par l'opinion de quiconque, mais qu'elle a toujours été là, grandissant tranquillement, attendant le moment parfait pour s'épanouir. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que sa valeur ne fait qu'augmenter avec le temps. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires sur des gens ordinaires découvrant des vérités extraordinaires. Rappelez-vous, parfois le meilleur investissement n'est pas en bourse, mais dans la conviction que quelqu'un vaut plus que ce que le monde prétend. Jusqu'à la prochaine fois, c'est l'histoire de Denny, mais elle pourrait bien être la vôtre.